Salut Asher, prends-moi dans ton entreprise, stop, j'ai besoin d'un travail. Ça marche pas comme ça, je suis désolé. Mathieu 67 450, il dit: Salut Asher, peux-tu expliquer pourquoi vous avez arrêté le minage? Principalement, c'est une décision entrepreneuriale. Ensuite, tu as tout ce qui est import-export, c'est un autre métier. Et surtout, on perdait de l'argent. À un moment, quand tu as une entreprise, le but, c'est pas juste de faire un truc cool. Les machines ont margé à 30-35% dessus. Donc, ce qu'on vendait à 1350 €, ça nous coûtait 1000 € à produire. Tu as le moindre colis, la moindre machine qui arrive cassée. Tu dois la renvoyer en production. Rien que le trajet aller-retour, tu payes 150 balles. Bref, c'est un délire, ce qui fait que c'était très dur de gagner de l'argent avec ça. En plus de ça, les gens disent: ouais, la machine, vous la payez 1000 €, vous la vendez 1350, vous êtes des voleurs. Toi, t'es là, tu dis: ouais, mais avec 350 €, on peut pas payer les salaires. Et tu te fais insulter de partout. Bon, ça, c'est le français. Le client français est comme ça. Le système est construit ainsi. En tant qu'entrepreneur, ça fait partie du jeu. Mais là, c'était dur parce qu'on vendait des machines. Certains considéraient que c'était cher. Nous, on gagnait pas assez d'argent dessus, donc c'était pas viable. Et à côté de ça, le gros problème qu'on avait également avec les machines, c'est que tu peux faire de belles optimisations quand tu commandes des très grandes quantités. Just Mining, c'était quelques centaines, voire quelques milliers de machines par an. Quand Just Mining appelle Nvidia, on est personne, d'accord? Il n'y a plus de stock, tu vas te faire foutre. Tu peux gagner de l'argent dans le minage, mais il faut vraiment faire ça à une grosse échelle, en fait, si tu veux. Et naturellement, on n'avait pas assez de volume pour vraiment gagner de l'argent. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans la vidéo que je vais vous présenter tout de suite. Je voulais juste vous montrer ça, les amis, la petite vidéo de 5 minutes que vous avez peut-être déjà vue. Et d'ailleurs, la vidéo a été produite par Vega Management. À la tête de Vega Management, c'est Dimitri Sekimi, qui est le manager de ma chaîne YouTube depuis que j'ai 40 000 abonnés. Et non, mais mon frère me ressemble pas du tout. Je me tue à répéter dans toute ma famille qu'il a été adopté. Personne ne veut me croire. Je ressemble à mon père, je ressemble à ma mère, mon frère. Mais bon, j'essaye même plus d'aller sur le débat. J'ai 25 ans aujourd'hui. Ça va faire 15 ans que je soutiens le sujet en interne. Personne ne m'écoute. Si ma famille, c'est une entreprise, je vous dis, je suis pas justement considéré. Quelque part dans ce screen là il y a une petite preuve de faiblesse, hein. Quand tu en arrives à mettre des ventilateurs comme ça, oh les amis, 2016-2017 c'était vraiment le début, hein. Pareil, on le voit pas les gars, mais entre les deux images que vous avez vues, c'est pas le même bonhomme que vous avez en face de vous, hein. Le Owen qui était ici et le Owen qui est là, je vous jure, j'ai tellement ramassé les gars. Pendant 2-3 ans, j'ai tellement de trucs que j'ai fait. On m'a dit: c'est pas bien, ferme ta gueule, recommence, jusqu'à ce que ça passe. L'ascension que YouTube et que ma communauté m'a donné, c'est vraiment une opportunité de fou, quoi. Pour proposer un profil vidéo pour ce genre de contenu vidéo, vaut mieux s'adresser à Meria ou à Vega. Tu t'adresses à Vega et tu dis que tu viens de notre part. D'ailleurs, quand on fait des recrutements, on met un gros blog sur Twitter et on vous parle des recrutements de Vivoca, Descoin, Just Mining, Vega Management, Cruxpool, toutes les sociétés avec lesquelles on bosse et toutes les sociétés dans lesquelles on est, on vous envoie des offres. Donc suivez-moi sur Twitter ou sur Instagram quand je fais des gros recrutements et qu'on a 20, 30, 40 offres d'emploi, on les fait circuler. En France, le Sénat a déposé ces derniers jours un amendement visant à réguler les cryptos. Owen, quels sont les points les plus importants à retenir de cet amendement sénatorial? Le point le plus important, c'est réellement l'obligation de s'agréer en tant que PSAN. Vous le savez, PSAN est un enregistrement qui peut se faire à deux niveaux. Premièrement, on s'enregistre auprès de l'AMF en expliquant et en détaillant l'intégralité de ses process, mais ensuite, on peut également demander une agrémentation. Pour l'instant, personne n'est agrémenté. Le problème de cette agrémentation, c'est que pour pouvoir demander cette agrémentation, il faut remplir certaines conditions. Conditions qui sont très complexes, voire inatteignables parfois. Je donne un exemple. On a besoin d'une RC Pro qui viendrait couvrir l'activité et les différents services que l'on peut proposer dans le monde de la crypto-monnaie. Or, actuellement, ça n'existe pas. C'est-à-dire que pour s'agréer PSAN, il faut une RC Pro qui n'existe pas. Et donc, il n'est pas possible d'aller à cette étape. Et ce n'est qu'un des différents facteurs. Le deuxième, c'est également le fait que l'autorité des marchés financiers est débordée. C'est-à-dire qu'il faudrait bien plus d'outils, mais également bien plus de ressources aux régulateurs pour permettre justement à des acteurs de demander la fameuse agrémentation PSAN. En plus de ça, il s'agit d'une deadline proposée par le Sénat, évidemment, au 1er octobre, ce qui laisse très peu de temps et ce qui rend l'opération presque impossible à réaliser. Et pour finir, seuls les acteurs déjà enregistrés PSAN ou déjà en France seraient affectés. Toutes les autres plateformes à l'international qui ne sont même pas enregistrées PSAN ne seraient pas concernées et les utilisateurs français continueraient à utiliser leurs services. Une petite particularité, là où ça nous arrive souvent de remettre en cause certaines décisions politiques, il faut quand même noter que le gouvernement, représenté par notre ministre du numérique Jean-Noël Barrot, a pris la parole et s'est positionné contre cette obligation d'agrémentation. En l'occurrence, ça ne semble pas faisable et ça risque de mettre en danger
changer bien plus de choses dans l'écosystème que ce que ça peut évidemment garantir comme sécurité, étant donné que la plupart des services consultés ne sont pas que des services français, mais bel et bien des services à l'international. OKEx, qui a eu un bug technique, les gens n'arrivaient plus à se connecter. Rien à voir avec un hack, rien à voir avec des problèmes sur la liquidité qu'ils doivent à leurs clients, rien du tout, aucun rapport, zéro, nada, walou. Mais les gens, comme on est dans une phase où ils ont peur, les gens ont paniqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont commencé à partir dans tous les sens, et les gens ont commencé à flipper parce que c'est une période compliquée jusqu'à ce qu'ils annoncent qu'ils vont repermettre les retraits, que tout refonctionne bien. Enfin bref, truc de fou, on se rend quand même compte que c'était les services d'Alibaba Cloud qui ont fait défaut, ça n'a rien à voir avec eux, et ça a suffi à les mettre dans la sauce parce que suffit que tu sois déconnecté pendant quelques heures, les gens paniquent et se disent oh c'est la fin, faut tout retirer, et là maintenant on a OKEx qui est dans la sauce simplement parce qu'il y a eu un bug technique quoi. Donc des retraits qu'on a vu en début de semaine sur Binance, en effet, est-ce que cette peur qui s'est manifestée, Owen, vous a semblé particulièrement proportionnée, justifiée? À partir du moment où l'un des plus gros exchanges au monde a mis des messages publics en disant à ses utilisateurs ne vous inquiétez pas, nous procédons à tous les retraits des utilisateurs et nous continuerons à le faire demain, et 24 à 48 heures après la plateforme FTX est tombée avec les fonds de ses utilisateurs, il est normal qu'il y ait des mouvements de panique, puisque une parole n'ayant plus de valeur, à ce moment-là, on pourrait partir du fait que tous les autres exchanges pourraient faire exactement les mêmes promesses, avec évidemment les mêmes faiblesses et du coup avoir les mêmes problèmes in fine. Voilà pourquoi tout mouvement de panique dans cette crise de confiance globale va avoir une ampleur assez énorme. La deuxième chose à savoir, c'est également ce qui s'est passé sur les stablecoins. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, pour le coup, le moindre petit blocage, c'est-à-dire que Binance a coupé pendant quelques heures les retraits des stablecoins, notamment l'USDC, les gens ont paniqué, les gens se sont dit ok, une première crypto-monnaie que l'on ne peut plus retirer, il va donc y avoir d'autres crypto-monnaies derrière, et pourquoi pas exactement avoir le même scénario qu'FTX. En tout cas, c'est ce que les gens ont eu peur. En l'occurrence, Sisi s'est expliqué sur les réseaux, Binance l'a expliqué il y a quelques temps, tous les stablecoins sont changés au stablecoin BUSD, celui de Binance, et donc naturellement, quand un stablecoin est déposé comme de l'USDC, il faut rendre ce stablecoin contre des dollars, utiliser ces $2 contre le provider du stablecoin de Binance, et donc on est obligé de passer par des banques. Et les banques vont demander 24, 48 et des fois 72 heures. D'où le délai, mais évidemment, ça a été très rapidement réactivé sur la plateforme, et à peine on a oublié cette histoire, il y a eu l'affaire de Mazar. Alors en l'occurrence, c'est Binance qui a communiqué au début pour expliquer que Mazar, avec qui ils étaient en train d'avancer sur de l'audit, se retirait non pas seulement de Binance, mais également de KuCoin ou encore de Crypto.com, qui sont des gros exchanges qui travaillaient avec Mazar sur de l'audit. Et pour le coup, j'ai essayé de gratter quelques informations qui viennent de l'intérieur de Binance sur cette histoire. Binance explique tout simplement qu'il continue à rechercher quelqu'un pour pouvoir auditer de façon externe les différentes documentations et les différentes preuves qu'ils fournissent. De la même façon, ils expliquent qu'il y a déjà énormément de data disponible on-chain pour vérifier les stocks que Binance annonce avoir. Le problème, c'est plutôt pour corroborer. C'est bien beau de dire on a X milliards de stocks, mais il faut prouver que l'on a bel et bien X milliards de dettes à ses clients. C'est ce chiffre-là qui doit être prouvé et qui donc n'a de valeur que si c'est un auditeur externe. Et ils vont annoncer, continuer, toujours dans plus de transparence et essayer de fournir des documents qui rassurent encore plus les utilisateurs, même s'ils le précisent, il y a eu 6 milliards de dollars de retrait entre le 12 et le 14 décembre. Et c'est Binance qui l'annonce. Et comme ils le disent, la meilleure preuve de solvabilité qu'ils peuvent avoir, c'est de continuer à procéder au retrait des utilisateurs, aussi violent soit-il. Merci pour le temps que vous m'avez accordé. Réellement, c'est un plaisir. J'ai beaucoup de chance de vous avoir chaque semaine. Je ne sais pas s'il va y avoir un live la semaine prochaine. Je le précise parce que dimanche prochain, les amis, c'est le 25. Et le 25, j'ai la pire autorité du monde à la maison, ma mère. Et ma mère, Asher, s'il a rien à cirer, tu vois. Quand t'es à table, t'es à table. Très important. Non, fais le live avec ta mère, mais t'es malade. Elle m'appelle même pas Owen, elle m'appelle ma puce. Que tu... La dissonance entre le personnage que j'essaye de créer et tu es fou quoi. Ma mère on a rien à cirer. Mon père comprend tout ça, l'entrepreneuriat, le ci, le là. Ma mère, et heureusement les gars, ma mère en a rien à cirer. Elle est dans un autre monde. C'est simple, je pourrais demain racheter un pays, elle en a rien à faire. Et elle viendrait en me disant qu'elle va m'envoyer du figadelle ou qu'elle va me faire un colis pour m'envoyer les quelques trucs et que c'est très important que je prenne du fer le matin. Rien à cirer, vraiment. Elle restera maman dans son approche jusqu'au bout quoi.